bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Le programme de cette émission, le match de l'Olympique de Marseille, ça sera demain au Stade Vélodrome face à Brest. L'avant-match, on va en parler dans cette émission. Il y aura également le gros débat autour du mercato estival de l'Olympique de Marseille qui a plutôt été réussi pour une fois. Et puis les paris FCM, voilà, c'est le programme. Avec qui on va en parler? Avec Titi qui est avec nous. Bonjour Ben. Ça va Titi? Très bien. En forme? En forme. Avec Manu qui est avec nous. Bonjour. Ça va Manu? Ça va? En forme? Bah oui, en forme. 3 victoires. Avec Mourad Arts qui est avec nous. Ça va Mourad? Ça va, man? En forme? En forme. Bon, très bien. Titi, raconte-nous un peu. Demain, il y a un événement particulier auquel tu es associé depuis le début d'ailleurs. Oui, depuis le début, puisque Michel Scotto di Rinaldi nous a quittés au mois de mars. Il a été enterré au Carré des Indigents et quand on a su ça, on s'est mobilisé pour ne pas le laisser enterrer là et qu'il ne finisse pas dans la fosse commune. Donc on a créé une cagnotte qui a très bien fonctionné et demain c'est l'exhumation du corps pour le mettre à la cathédrale du silence dans un casier avec une concession de 30 ans. Voilà, c'est l'aboutissement de tout le travail un petit peu qui a été fait depuis, depuis plusieurs mois. Ouais. C'est demain, les gens peuvent oui, tout le monde peut venir demain matin au cimetière Saint-Pierre à 8h30 pour la cérémonie. Allez, impeccable. Tu peux montrer ça. Tu peux même montrer, ouais, effectivement. Voilà, Michel, pour ceux qui le connaissaient. Avec écharpe et drapeau, que la cérémonie soit un peu joyeuse quand même. Voilà, tout le monde va venir avec les couleurs de l'Olympique de Marseille au cimetière Saint-Pierre. Allez, sans transition, on va passer à l'avant-match OM Brest. Ça sera demain soir au Stade Vélodrome. On en parle tout de suite. L'Olympique de Marseille qui affronte Brest demain au Stade Vélodrome. L'avant-match, c'est tout de suite. C'est Mourad Arts qui va nous parler de Brest, cette équipe qu'il connaît très bien, ma foi. Voilà, encore une fois, on dit merci au multi-Ligue 1 du samedi soir. Et on va d'abord dire du bien d'un entraîneur français, ce qu'on ne fait pas souvent ici. Donc Brest qui est entraîné par Olivier Dalloglio, qui est l'un des entraîneurs français qui a envie de jouer au football, qui a fait du très bon boulot à Dijon avec très peu de moyens en maintenant plusieurs années d'affilée son équipe en Ligue 1 et après il a été viré, ils ont mis Camboiré à la place. Bon, c'est la Ligue 1, mais maintenant il est donc à Brest et son équipe, avec encore des moyens très limités, parvient à faire bonne figure puisqu'ils sont actuellement 13e de Ligue 1. Donc c'est un bon coach qui a des moyens limités, qui essaie de faire jouer son équipe. Ils n'ont pas 75 occasions par match, mais ils ont des circuits bien identifiés, ils jouent bien au football. Leurs quelques occasions qu'ils auront dans le match seront bien construites. Après, ça reste une équipe limitée avec donc un capitaine Gaëtan Charbonnier, mais non, il n'est pas capitaine en fait, avec Gaëtan Charbonnier, leur buteur, je ne sais plus s'il est capitaine, mais le buteur… Est-ce que tu te rappelles le classement déjà? 13e. 13e, tu es sûr de toi? Voilà, je suis tout à fait, je suis sûr de moi. Ils sont 11e, et à la différence de but, ils sont 13e. Voilà. Manu, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Brest? Est-ce que l'OM doit craindre cette équipe de Brest? Craindre, faut respecter tout le monde en sport. C'est ce que dit Nadal avant de jouer le 300e à l'ATP. Il dit si je joue à mon niveau, je le bats, mais il faut respecter les adversaires. Alors, je ne pense pas qu'il y ait tant d'écart. Brest, c'est une équipe Ligue 1, c'est très organisé, peut-être un peu moins purement défensif que la Ligue 1 moyenne, grâce à Dalloglio. Et en Italie, on dit qu'une bonne équipe, c'est un gardien qui arrête tout et un couillon qui la met au fond devant. Alors, ils ont un gardien qui arrête tout, Larsonneur, qui est vraiment très bon, qui est en pleine forme, dont Villas-Boas a dit du bien hier en conf, le fait relance depuis le goal, etc. Un peu lancé par un journaliste. Un très bon journaliste. Un très bon journaliste, ouais, une très bonne question. Et par contre, leur buteur est en panne. Charbonnier, il a mis que 2 buts cette saison. Il a plus marqué, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est 500 ou 600 minutes, ça fait beaucoup. Voilà, il faut surtout viser la 4e victoire d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est vrai. Et puis Brest, donc c'est une équipe que j'aime bien en Ligue 1 à cause de leur entraîneur, mais qui va être privé de Johan Court, donc le cousin français de Franck Courte, voilà, Monsieur Courte donc, et qui est leur meilleur passeur avec 7 passes décisives et 2 buts, et qui est un bon joueur. Et il y en a un autre au milieu que j'ai oublié. Enfin, c'est des joueurs qui n'auraient pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille logiquement, et qui en Ligue 1, sous les ordres d'un bon coach, font un travail tout à fait honorable. Mais logiquement, l'Olympique de Marseille est supérieur à ça et doit venir à bout de cette équipe. Tu veux dire que Kurtzoupa Oui, très bien.
Et ouais, on a refait cette émission juste pour que tu puisses la placer. Voilà, c'est un private joke. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as déjà vu cette fameuse équipe de Brest, le multiplex avec Mourad ou pas? Oui, j'ai déjà vu, contre Saint-Etienne, je les ai vus jouer. Qu'est-ce qu'on doit craindre de cette équipe? Si on joue à notre niveau, rien du tout. Ouais. Mais c'est quoi le niveau de l'Olympique de Marseille? C'est ça la problématique de l'OM, c'est qu'on ne sait jamais quel visage ils vont nous montrer au coup d'envoi des matchs. Donc je pense que logiquement, demain, on doit gagner, faire cette 4e victoire d'affilée qui conforterait cette 2e place et qui mettrait la pression sur les adversaires. N'oubliez pas ce qu'avait dit Steve Mandanda après le 4-3 à Monaco, où quand on le taquinait un peu en disant mais quand même, super remontada, puis après vous vous faites peur et tout. Il avait dit mais ça va être comme ça toute la saison, ça va être difficile. Ouais. L'OM n'a pas de marge. L'OM est plus fort que Brest, c'est pas contestable, je pense que même Brest est d'accord, mais ils n'ont pas de marge, ils survolent pas. Le meilleur match de Marseille cette année, c'est contre Montpellier, ils ne le gagnent pas. Et ils ont fait des matchs poussifs, des matchs ratés. Contre Toulouse, en jouant à 11 contre 10 pendant 1 heure, ils gagnent 2-0 sur la fin. Ils sont bons, ça va bien, mais il n'y a pas de marge. Je pense qu'il faut être super modeste avant de recevoir Brest. Mais bien sûr, pas d'autre objectif que gagner. Qui a levé le doigt. Il veut parler mercato. Mais ce qui me rend optimiste pour ce match, c'est le fait que les joueurs de l'OM soient conscients de ne pas avoir de marge. Donc, ils jouent à 100% les matchs. Et je pense qu'ils ont vraiment... Voilà, ils le disent. Je pense qu'ils en ont pris conscience aussi après des défaites comme à Amiens, etc. Je pense qu'ils ont bien conscience de ça. On sent le groupe concentré. Donc, le fait qu'ils soient concentrés, donc bien sûr sous la férule d'André Villas-Boas, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense, ça me rend assez optimiste pour ce genre de match. En plus, le Vélodrome sera relativement plein. On parle de 45 000 à 50 000 spectateurs. En plus, c'est l'occasion d'un peu plus asseoir cette seconde place. Donc, je sens bien la victoire face à Brest. Très bien, tu nous en parleras également dans les paris. Tout à l'heure, la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. On récupère pas mal de joueurs, toujours un absent important, c'est Alvaro. Donc charnière centrale, André Villas-Boas a levé le doute s'il y en avait, il y en avait quand même. Il a clairement dit que ça serait Camara associé à Tchaleta Tsar. C'est logique pour toi ou pas? Parce qu'il pouvait aussi maintenir la défense de Toulouse. Non, Manu? Oui, non, pour moi c'est logique. Je pensais que tu posais la question à Titi en premier. Excuse-moi. Non, pour moi c'est logique. Tous les confrères, on apprécie beaucoup le franc-parler de Villas-Boas. Il dit les choses à peu près droite, et quand il ne veut pas le dire, il dit qu'il n'a pas encore décidé. Il a bien dit qu'il a souligné les bons matchs de Perrin, il a dit, j'ai noté ça, il a dit en 4 matchs, il a montré qu'il avait le niveau Ligue 1 et on est rassuré, mais ça reste le numéro 4 dans la hiérarchie. Ouais. Donc il remettra Camara Tchaleta Tsar. N'oublions pas que la bonne période de la fin de l'hiver, début printemps l'an dernier, avec 6 victoires sur 7, c'est cette charnière-là, placée par Rudy Garcia, Benjamin. Et je suppose qu'on va parler du poste de sentinelle. Non, moi, on va parler de Rudy Garcia après, mais juste après. Je préfère Camara en défense centrale pour une excellente raison. C'est là qu'il veut jouer, c'est son poste, c'est là qu'il veut faire carrière. Il a été très bon en sentinelle, mais ça doit dépanner. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi aussi, tu préfères cette charnière-là à la charnière made in Olympique de Marseille, centre de formation? J'aurais fait jouer Perrin, moi, et j'aurais fait remonter Camara. Là, pour jouer contre Brest, je pense que c'est suffisant de mettre Camara, Tchaleta Tsar. Après, mardi à Angers, ça risque d'être compliqué puisqu'on va avoir le retour d'Alvaro. Donc il risque de remettre Alvaro, Tchaleta Tsar et peut-être faire monter Camara au milieu de terrain. Toi, Camara, tu préfères le voir au milieu de terrain maintenant? Je trouve que ça apporte un équilibre plus consistant quand Camara est sentinelle, puisqu'il coulisse beaucoup mieux que sur les phases de jeu que Strootman. Donc je préfère l'équilibre qu'apporte Camara en 6 que celui de Strootman. Il n'y avait pas un entraîneur français qui met bien Camara en numéro 6 Si, on en parlera tout à l'heure de cet entraîneur. Qui a de très bonnes stats en ce moment. Mourad Hartz, que penses-tu
Je suis... de ce choix de charnière? Je suis plutôt de l'avis de Titi. Moi, je préfère avoir Camara au milieu de terrain. Je pense aussi qu'il a un grand avenir en défense centrale, mais au milieu de terrain, il nous a apporté un certain équilibre parce que quand ça commence à aller un peu vite, Strootman est dépassé. Mais logiquement, quand ça va pas trop vite, quand l'OM domine le match, il est capable de faire le boulot. Et je pense qu'au niveau psychologique, si Villas-Boas contre Brest, avec Alvaro suspendu, met Strootman sur le banc, c'est peut-être un mauvais signe. Et Villas-Boas sait qu'il ne peut pas perdre Strootman parce que c'est loin d'être dit qu'on le vende cet hiver. Ouais. Donc il va peut-être devoir faire toute la saison avec lui. Strootman, c'est un peu son seul 6 de formation, même si je pense que Camara a rendu des... Enfin, le joueur qui a fait les meilleures prestations au poste de 6 cette année, c'est Camara. Je pense que ça, c'est pas... Je pense pas que c'est contestable, Manu, non? Il en a fait 2, il a fait ça sur 2 matchs. Voilà, il l'a fait sur 2 matchs, c'est vrai. Mais il l'a bien fait, alors que Strootman n'a jamais montré ça sur... Là, c'est un problème de management aussi, après. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hier, Villas-Boas, il a dit je sais que l'opinion est plutôt négative sur Camara. Sur Strootman, pardon. C'est pas mon avis ni celui de mon staff. Moi, je suis plutôt content. Il dit à Toulouse, j'ai engueulé une seule fois à la 80e minute parce qu'il a fait une erreur. Sinon, je pense que Villas-Boas est très rassuré par ça. C'est la grande expérience de Strootman. Et c'est sûr que ce n'est pas le joueur le plus rapide de la Terre, ce n'est pas Usain Bolt en numéro 6. Mais il est satisfait des services tactiques qu'il rend. Et surtout, je préfère Camara au poste où il veut faire toute sa carrière. L'incertitude, elle est au poste d'ailier droit. Qui on met, messieurs? Radonjic vient de marquer un joli but. Est-ce qu'il faut poursuivre avec lui? Sinon, il y a d'autres choix. Hein. Le joueur qui a le plus joué, c'est Bounassar à ce poste. Et vu qu'il y a le retour d'Amavi et que Sakai est disponible, il peut aussi monter d'un cran. Voilà. Là, il y a pléthore de choix. Est-ce qu'il y a pléthore de bons choix? Ça, je ne sais pas. Titi, tu mettrais qui, toi? Par rapport au début de saison, je mettrais Bounassar. Bouna et ses centres légendaires. Oui, c'est centre au 3e poteau. Non, je pense que c'est lui qui tient la corde pour jouer demain soir. Par rapport à la vitesse qu'il peut apporter, Radonjic, pour l'instant, même s'il a marqué dimanche dernier à Toulouse, ça reste un joueur un peu foufou qui n'a pas encore mis son jeu en place. Donc je le laisserai un peu sur le banc et le faire rentrer en joker. Manu? Non, moi j'ai misé sur Radonjic. J'ai fait un papier sur lui ce matin, donc ce qui est un peu risqué parce que je pense effectivement que le préféré de Villas-Boas pour l'instant, puisque Thauvin est blessé, c'est Bounassar. Je parie sur Radonjic parce que il vient enfin de marquer son premier but. Et c'est peut-être l'occasion. Et surtout, comme j'ai dit, je suis très fan de Villas-Boas en conférence de presse. J'ai bien noté qu'il avait dit qu'il en avait 4 pour le poste. Valère Germain, Bounassar, Lopez, puisqu'il a joué les 2 derniers matchs, et Radonjic. Et il a dit, mais tous les autres sont des adaptations. Le seul dont c'est vraiment le poste, c'est Radonjic. C'est pour ça que je parierais sur lui. Et Bouna, il a été un peu moins bon dans la profondeur ces derniers temps. Ça s'améliore un peu sur les centres. Il ne faut pas oublier que la règle du jeu sur les passes décisives est un peu cruelle parce que pour moi, à Nice, la passe décisive, elle est de Bounassar. Elle n'est pas comptée parce qu'elle est déviée. Elle est effectivement déviée par un Niçois, mais pas de beaucoup. Et elle allait vers Benedetto. Et c'était bien joué. Parce que celle de Radonjic n'a pas été comptée contre Montpellier. Non. Et apparemment. Et là, moi, j'ai trouvé ça très cruel parce que là, elle est effleurée. Mais contre Nice, quand même, elle change complètement de trajectoire. Mais... Bounassar ou Radonjic? Dans mon souvenir, pas tant que ça, mais peut-être, tu as raison. Il me semble, hein, mais il faudrait revoir les images. Enfin bref. Ou Valère, peut-être. En fait, si on prend les 3 principaux candidats au poste, donc Radonjic, Lopez et Sarr, qu'est-ce qu'ils apportent tous les 3? Donc Lopez apporte une certaine stabilité tactique. C'est que dans un match comme contre Lyon, tu sais qu'il va bien se placer. Voilà, tu vas peut-être pas avoir toujours le ballon, il va en faire bon usage lorsqu'il va l'avoir. Pourquoi pas? Après, dans un match comme contre Toulouse, déjà, on a vu que c'était plus difficile, même si Villas-Boas, en après-match, a dit aussi on a eu plusieurs centres en retrait de Lopez qui n'ont pas été repris en fin de match. Donc bon, il a cette intelligence de jeu, mais contre Brest, je ne pense pas que ce soit trop ce dont on a besoin, parce qu'on va avoir le ballon la plupart du temps et on va avoir besoin de déséquilibrer ce bloc.
Bounassar, il t'apporte de la vitesse, des appels, de l'activité. Il fait ça très bien, mais avec des derniers choix très discutables. Donc moi je préfère Bounassar latéral parce que je pense que quand il part de plus loin, son activité elle est plus utile. Et donc il reste Radonjic qui est un joueur logiquement déséquilibrant, mais qui jusqu'ici se déséquilibrait lui et pas le bloc adverse. Donc là, il a besoin de confiance. J'ai l'impression que... j'ai envie de croire en ce mec parce que j'ai l'impression que s'il a confiance en lui, il va tout casser. Donc je me dis que peut-être que là, il a mis son premier but. Il restait aussi sur des prestations qui n'étaient pas infamantes contre Amiens et contre Monaco. Donc tu te dis, peut-être que c'est peut-être le moment de le lancer. Peut-être qu'il va continuer sur cette lancée justement. Et que après, en plus, tu auras un joueur sur lequel tu vas compter pour la fin de l'année civile et peut-être pour la seconde partie de saison. Donc moi, je lancerai Radonjic. C'est un peu un pari parce qu'en effet, c'est loin d'être une valeur sûre. Mais c'est celui qui correspond le plus au contexte de ce match. Messieurs, avant de passer au pari, petit quiz. Quel est l'entraîneur, le pire entraîneur de toute l'histoire de la Ligue des Champions? On te voit pas venir du tout. Non, je sais pas. C'est José Mourinho, non? C'est un service de police, non? C'est Elibor, 0 points en 6 matchs. Non, il a gagné des matchs avec Bordeaux, Elibor. Alors, je vous donne un indice. Il a entraîné l'Olympique de Marseille. Oui, non, mais ça, c'est les stats qui t'arrangent, là. Les stats qui m'arrangent. Est-ce que tu parles d'un entraîneur qui a qualifié l'OM pour une finale de Coupe d'Europe? Je parle d'un entraîneur qui a 5 victoires en 26 matchs de Ligue des Champions, quand même. Qui a une moyenne de 0,85 points en Ligue des Champions. Personne n'a fait pire. Messieurs, Rudy Garcia. Non, mais ça fait toujours plaisir, quand même. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon choix, l'Olympique Lyonnais. J'espère tout simplement qu'il va y rester le plus longtemps possible. Avec des stats pareils, c'est bien pour l'Olympique de Marseille. Et il va peut-être bientôt reprendre un chèque de millions. Surtout, j'ai envie de dire, surtout avec des premiers quarts d'heure de la seconde mi-temps de haute volée, franchement, c'est pas mal. C'est bien comme ça. S'ils feront que des premiers quarts d'heure de seconde mi-temps, du 3e, du 4e match de poule, ça peut être pas mal. Ils vont gagner des matchs. 9 fois sur 10. Bon, enfin, peut-être pas une fois sur 10. Voilà, c'était une petite private joke aussi avec Manu, parce qu'on échange beaucoup sur Twitter sur ce thème-là. Sur Garcia. Voilà. Il n'est pas du tout lourd avec ça. Il y a des écoles. Ben, lourd? Non. Allons. Allez, on passe tout de suite au pari FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite. Les paris FCM avec notre partenaire Unibet, c'est d'abord le pari sécure de Mourad Arts. Quel est-il cette semaine? C'est le but de Dario Benedetto, donc qui est à 2,16 je crois la cote. Voilà, parce que Benedetto a retrouvé le chemin défilé à Toulouse et je le vois bien enchaîner. Je pense aussi que c'est un joueur qui va enchaîner des séries de buts au Vélodrome contre Brest. Je sens bien le but de Benedetto, donc voilà, 2,16 pour le but de Benedetto contre Brest au Vélodrome. Il a perdu le chemin du coiffeur, par contre. Il a trouvé un autre coiffeur. Alors là, c'est un débat intéressant. Il se fait beaucoup chambrer, non, sur sa nouvelle coiffure? C'est pas la coiffure qui... Je trouve ça pas trop mal, hein. C'est juste parce qu'il a rasé sa barbe que ça change son visage, c'est tout. Il a rasé sa moustache. Un débat intéressant. Peut-être qu'on pourrait faire un petit débat là-dessus. Personnellement, au niveau capillaire, je vais d'abord en Turquie, après je reviens sur ce débat. Le pari fou de cette journée de championnat, c'est quoi? C'est victoire de l'OM, 4-0. Et pourquoi c'est fou? Parce que l'OM ne s'est jamais imposé avec plus de 2 buts d'écart. Et même, est-ce que l'OM s'est imposé? Oui, ils se sont imposés par 2 buts d'écart contre Strasbourg. Mais voilà, donc l'OM n'a jamais eu une victoire large dans ce championnat. Comme le disait Manu, pas beaucoup de marge sur les autres équipes. Et une victoire 4-0, ce serait une petite surprise, surtout que la cote est à 15. Donc c'est quand même une cote sympa. Et voilà, si vous ne mettez pas votre PEL dessus, ça devrait aller. C'est un truc à tenter parce que s'il y a un match que l'OM peut gagner 4-0, c'est celui-ci. Le combiné, parce que si vous voulez gagner de l'argent, suivez-nous sur le combiné. La semaine dernière, on a fait hat-trick sur les trois matchs qu'on sélectionne. Généralement, c'est les concurrents de l'Olympique de Marseille. Oui. La foudre tombe jamais deux fois au même endroit. C'est vrai, mais en ce moment, on est vraiment pas mal sur le combiné. Alors, ce combiné, Mourad, tu peux nous en parler? Voilà, parce que le combiné d'avant, j'avais eu un seul mauvais résultat, saleté de Bordelais qui n'était pas parti gagner à Nice.
Donc Strasbourg-Lyon, donc on a sélectionné Lyon parce que Rudy gagne des matchs contre des petites équipes en Ligue 1, enfin des petites équipes des grands clubs, Strasbourg un grand club. Ce qui prouve que Mourad ne joue pas que avec son cœur. Voilà, heureusement pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que déjà quand je joue pas que avec le cœur, je les fais beaucoup perdre. Sinon, Lille-Dijon, donc je vois aussi Lille s'imposer après être sorti de la Ligue des Champions, etc. Lille doit se relancer à domicile. Lille est plutôt bien, donc je vois bien une victoire face à Monsieur Jobard ou Joubard, l'ex-adjoint de Rudy Garcia. Joby, voilà, face à Joby. Et enfin, Reims-Bordeaux, donc un match nul parce qu'il est très difficile d'aller gagner à Reims. C'est la meilleure défense de Ligue 1 avec des défenseurs qui ne payent pas de mine comme Abdelhamid, je crois que c'est ça, voilà, des Dissassi qui m'a mis un but à mon petit gazon la semaine dernière, c'était terrible. Bref, mais Bordeaux est dans une bonne lancée aussi, donc je les vois bien aller chercher le nul là-bas. Donc voilà, victoire de Lyon, victoire de Lille et nul entre Reims et Bordeaux. Et une cote boostée à 11,43 chez Unibet, oui. Et Djoubi Djouba. Voilà. Et Djoubi pas plus que court. Tout à fait. Voilà. Sur ces 3 matchs-là, celui qui nous intéresse le plus, c'est peut-être celui de Lyon. Vous voyez une victoire lyonnaise à Strasbourg, vous? Non. Parce que toi, t'es chaud sur les paris aussi. Hein. Moi, je joue à Strasbourg. Toi, tu joues Strasbourg. Ah ouais. Manu, t'en penses Moi, quoi, je suis super nul en paris, moi. Ouais. Je joue ou qu'avec le cœur et je fais n'importe quoi, ou alors je pense jouer avec la tête et donc c'est n'importe quoi. C'est tellement aléatoire. La Ligue 1, le foot. c'est impossible. On vit ça tous les week-ends. C'est très compliqué. Allez, les paris, c'est terminé. N'oubliez pas le pari Sécure chaque semaine, c'est penalty pour Lyon. Générique, Serge. Le gros débat cette semaine, c'est un gros débat mercato. Et ouais, c'est la tendance en ce moment. On fait plein de gros débats mercato. Je sais pas pourquoi, c'est toujours Mourad qui les propose. Alors il dit à chaque fois qu'il n'aime pas parler mercato. Mais et chaque semaine, ah non, tu peux pas dire que c'est imposé. C'est pire que l'Assemblée. C'est toi, tu peux dire que c'est imposé. Je t'ai dit, Mourad, tiens, fais le programme de l'émission. Tu me sors un quoi. En fait, pour être tout à fait exact, c'est même Nico qui nous l'a imposé, qu'on salue, Nico Fiol, parce que ça devait être le sujet du débat en plus de la semaine dernière. Et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, on peut le faire cette semaine. Alors, le gros débat cette semaine, c'est l'Olympique de Marseille a-t-il réalisé son meilleur mercato de l'ère McCourt cet été? Voilà, il y a eu 4 recrues, un entraîneur, André Villas-Boas, un défenseur, Alvaro, un milieu de terrain, Valentin Rongier, et un attaquant, Benedetto. Qu'en pensez-vous, messieurs? Tu penses quoi de ce mercato? C'est le meilleur depuis l'ère McCourt. Hein, depuis que Franck McCourt a racheté le club, c'est le meilleur qualitativement et quantitativement non, puisqu'il aurait fallu quand même plus de profondeur devant. Mais sur les joueurs qu'on a recrutés, c'est vraiment des joueurs qui apportent et qui apportent de la stabilité à l'équipe. Tu es d'accord sur ce premier constat de dire que c'est le mercato le plus réussi de l'ère McCourt ou pas? C'est pas mal réussi, mais moi je dirais que c'est un très bon demi-mercato. C'est très bon dans le sens des arrivées, mais pas du tout dans le sens des départs. Il fallait se débarrasser des gros salaires. Le seul dont ils se sont débarrassés, c'est Rami, et en le virant. Donc, Mais sur les départs, depuis le début, il n'y en a pas eu des masses. Non. Il n'y a que Zambo qu'on regrette. À part sur licenciement pour faute. Ouais. Pour moi, la vraie différence, la vraie différence entre l'OM d'il y a 2 saisons et celui de la saison dernière, c'est l'absence de Zambo Anguissa. Oui. Qui est remplacé par Strootman, qui a englouti à peu près tout l'argent qu'ils avaient gagné là-dessus et qui était pas vraiment meilleur. Je sais que Zambo, il avait des défauts, mais Zambo, c'était un soldat parfait. Il jouait sans aucune gêne dans l'ombre de Luis Gustavo, petit frère, grand frère. Ça marchait très bien comme ça. Et il réussit à Villarreal, où il est le 3e meilleur dribbleur de la Liga. Et en plus, ça semblait être un bon mec. Oui. Qui était bien quand même. Mourad, c'est le meilleur mercato ou pas? Alors, comme on en a déjà parlé, vous savez ce que je veux dire. Donc, c'est le meilleur. C'est parce que le mercato, c'est ton truc. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un peu facile de dire maintenant, oui. Mais si on regarde le deuxième mercato de l'ère McCourt, donc le mercato estival 2017, en novembre 2017, on aurait sans doute dit très bon le mercato, Mandanda était pas trop mauvais, Rami donnait pleine satisfaction, Gustavo, on en était tous amoureux, Germain avait quand même planté quelques buts, même s'il rentrait dans sa période plus difficile. Donc à ce moment-là, tout le monde disait le mercato, c'est le mercato est réussi. Les joueurs que tu viens de citer, on dit toujours que c'est des réussites. Hein. Rami, ça a quand même été.
Non, parce que Mandanda... Rami, la première saison, elle est bonne. Mais voilà, c'est exactement ce que je te dis. Donc, Oui, mais tu as dit novembre, alors que toute la saison est bonne. Et Germain, il met 18. Voilà, mais sur le long terme, parce que c'est ça, moi je parle d'un mercato, ce sera aussi sur le long terme qu'on verra. Par exemple, on peut dire que le mercato que Passy a fait avec Chico et Jacob, il était pas mal, puisque Sakai, il a donné satisfaction sur la longueur. Gomis, Thauvin, même vainqueur sur sa saison. En fait, quand les mecs donnent satisfaction sur la longueur, tu peux dire ça. Là, on a un peu... Il faut attendre combien de temps alors? On a un peu an, 2 ans, 3 ans, Mitroglou 6 peut ans. encore devenir JPP, tu le sais très bien. Et d'ailleurs, Hérault le disait beaucoup à la fin de la première saison, un mercato qui a été salué par tous les observateurs, etc. Parce que vraiment, on avait dit que c'était pas mal à l'époque. Après, il y a eu le flop Mitroglou qui a commencé à mettre tout en difficulté. Et puis, à ma vie, il était en équipe de France en novembre 2017, quelques mois après son arrivée. Et voilà, sur la longueur. Là, c'est là où tu juges sur la longueur. Eh ben, Mandanda, ça a été très difficile la saison d'après. C'était moyen la première saison. Rami, ça a été désastreux la deuxième saison, excellent la première saison. Gustavo, à peu près la même courbe, mais en moins, moins bon la deuxième saison. En moins catastrophique, quoi. Et Germain, ça a été la tête de turc des supporters. Il a eu des périodes de vide sidéral. À ma vie, il a été détruit. Donc voilà. Donc est-ce que Voilà. On comptait faire une partie positive sur à l'heure actuelle, ce sont de bonnes recrues, mais avant de s'enflammer à dire que c'est le meilleur mercato, eh ben, ça malheureusement on le verra, je pense qu'on le verra d'ici 1 ou 2 ans, tu vois, quand on aura un peu de recul. Le meilleur sur le mercato, c'est Mourad. Voilà, j'aime ça le mercato, on ne parle que de ça. Alors on dit que c'est un mercato réussi, sauf Mourad Hartz. Non, j'ai dit qu'il était réussi pour le moment, mais de dire que c'était le meilleur. Et pourtant, on apprend depuis plusieurs semaines que Andoni Zubizarreta est sur la sellette. Alors que ce mercato-là, c'est un peu beaucoup son mercato. Non, déjà, on est d'accord, c'est son mercato ou pas? C'est 50-50 avec Villas-Boas, quoi. Ouais, bon, déjà, c'est lui qui a recruté Villas-Boas. Ah, c'est l'œuf et la poule, là. Donc, indirectement... qu'est-ce que t'en penses, Manu? 66-33. Alvaro, c'est son idée. Benedetto, c'est vraiment celle de... ça, on ne peut pas lui enlever. C'est vraiment celle de Villas-Boas. Bon, ils sont assez complices tous les deux. Ça change, ça, rien que ça. Ça change. Et Rongier, pour moi, c'est l'idée de Valdemarquita. Mais Alvaro, c'est Valentine, non? C'est Albert Valentine, le bras droit de Zoubi. Donc on peut dire que c'est un petit peu Zoubi quand même. Et puis Rongier, c'est quand même la lubie de Zoubi aussi depuis qu'il est arrivé au club, quoi. Mais le gros boulot de Zoubi, c'était de vendre les gros salaires et il n'y est pas arrivé. C'est pas facile. Est-ce que c'est pour ça qu'on entend dire qu'il est sur la sellette? Clairement. Voilà, on a même lu dans l'équipe qu'il y avait même des négociations qui étaient entamées pour s'il est sur la sellette, dehors. C'est pour le oui, j'ai pas tout à fait les mêmes infos que l'équipe. Je pense qu'il est discuté, mais plutôt en interne. C'est pas vraiment les Américains qui veulent le mettre dehors, c'est plutôt en interne. Et au club, on assure très 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 fort qu'aucune procédure, que rien n'est engagé. Par contre, oui, il est un peu dans la loupe, dans le viseur, et on compte sur lui, je pense, dès le mercato d'hiver pour vendre. Le problème, c'est que la vente number one, c'est Strootman, et Villas-Boas a dit, moi, j'ai besoin de lui, moi. Ouais. En fait, mais après... mais attends, s'il y a grosse offre, il dira ok, on le vend. Qu'est-ce qu'il a dit, Villas-Boas? Il a dit je ne veux pas qu'il parte et je ne pense pas qu'on aura des offres. Ouais, trop gros salaire, joueur trop âgé pour un mercato, pas pour jouer au foot. Et non, je pense pas. Ouais, parce que c'est un petit peu ça le problème, on n'aura pas d'offre. Alors, a posteriori, si dans 2 ans, en effet, Benedetto a marqué 100 buts sous le maillot olympien, qu'Alvaro est notre taulier ultime et que Rongier est en équipe de France, pour moi, le crédit de ce mercato, il faudra le remettre à Zoubi parce que c'est quand même des hommes qu'il a mis en place, etc. Après, sur les ventes, c'est là où on atteint vraiment la limite de Zoubi. Et donc, les infos qui parlent d'un départ d'Andoni Zubizarreta viennent de l'équipe. On avait reçu Mathieu Grégoire ici il n'y a pas très longtemps, donc le correspondant de l'équipe, qui m'avait dit quelque chose
chose de très intéressant puisqu'il a dit, en fait, il faut savoir comment fonctionne le Barça, parce qu'Andoni Zubizarreta vient du Barça, et qu'au Barça, il y a des tonnes de couches, et chacun a sa responsabilité. Et donc, Zubizarreta, il est dans sa responsabilité, et il ne va pas sur un autre, tu vois. Et après, s'il y a un truc qui merde, tu dis, ah bah non, bah c'est lui le responsable de ça. Il y a un directeur du football, il y a un directeur de ci, il y a un directeur de ça. Sauf qu'à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas tous ces directeurs, tous ces petits directeurs, et que donc Zubizarreta doit prendre des choses en main. Et on retombe sur le fait, à mon avis, il n'y aura pas d'offre pour Strootman. Dans certains clubs, ce sont les directeurs sportifs qui vont chercher les offres pour leurs joueurs, pour les joueurs dont ils doivent se débarrasser. À l'Olympique de Marseille, selon Andoni Zubizarreta, c'est pas tout à fait son boulot. On l'entend dire un peu partout. Oui, mais c'est dur, c'est pas comme ça, c'est pas truc. Et s'il est contesté notamment en interne, c'est parce que certaines personnes, c'était aussi sorti dans l'équipe, notamment le directeur juridique Alexandre Mialet, ont dû beaucoup travailler cet été parce que ils ont dû aller sur des rédactions de contrats, des choses comme ça, où Zoubi disait bon bah non, c'est pas mon travail ça. Et donc c'est les autres qui ont fait ça, comme quand il dit mes indésirables, c'est les agents, c'est leurs agents qui doivent trouver des joueurs. À mon avis, les frères Boisseau n'ont pas trouvé, ils doivent dire à Certic, t'es bien au chaud, t'es tranquille, reste là jusqu'à la fin de ton contrat. Voilà, demander à Zubizarreta aujourd'hui de vendre des joueurs qui sont presque invendables, c'est aussi à prendre en compte, non? Tu demandes... pour dire que c'est compliqué, oui c'est compliqué, parce que vendre Strootman, c'est compliqué avec ce niveau de salaire, vendre même un Dimitri Payet, c'est compliqué vu le salaire, vendre, tous ces joueurs-là, ils sont compliqués à vendre. Ah oui, c'est pas un job facile, directeur sportif de l'OM. Après, si on le saurait si ça l'était, je veux dire, il y a un moment aussi, c'est toujours, oui mais c'est dur, bah oui c'est dur, c'est pas nous qui avons recruté aussi. Ils se traînent des boulots qu'il n'a pas choisi. C'est le mercato à bouler. Ce que dit Mourad, ça me fait penser à la blague du taxi parisien. Il dit je vais là-bas. Ah, mais c'est pas mon chemin. Ah oui, mais c'est ton travail. C'est un peu ça, ouais. Et on parle aussi de l'âge de ces 3 recrues, parce que là encore, on est sur des joueurs qui ont plus de 25 ans. Valentin Rongier va avoir 25 ans. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça, parce que c'est trentenaire qui peut poser problème, pas 25 ans. Rongier, ça pose pas de problème. C'est un joueur d'avenir, revendable et tout et tout. C'est pas déjà un produit qui va bientôt être périmé. Alors, c'est pas un produit périmé, c'est un très bon joueur. Jeune joueur, aujourd'hui, c'est plus un jeune joueur. Les jeunes joueurs, c'est plutôt la case 18-21 ans. C'est sur cela où tu peux faire des très grosses plus-values sur 18-23 ans. Voilà, sur des joueurs à fort potentiel, parce que les grands clubs achètent des potentiels. Pas que, tu as acheté Drogba, il avait 24 ans. Oui, mais c'est différent. Le football aujourd'hui, c'est des. Le marché du mercato, c'est les très jeunes joueurs à fort potentiel. En fait, puisque la France est le plus grand centre de formation du monde. Les gros transferts, c'est les très jeunes joueurs à fort potentiel et les top joueurs de 27 ans. Ceux-là, pas de problème. Tu peux faire des très gros chèques. Mais Valentin Rongier qui signe à 25 ans et qui partira peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, mais si à 27 ans, tu ne vas pas faire une énorme... L'exemple aussi, c'est Morgan Sanson. Ou Florian Thauvin. Ou Florian Thauvin, qu'on n'arrive pas à vendre, tu vois... Ton projet, c'est l'OM, c'est pas le LOSC quand même. Revendre des joueurs fait partie du truc, mais c'est pas... Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pas ton... Aujourd'hui, à mon avis, c'est ça le projet. Non, tu n'as pas le sentiment. Il n'y a plus d'argent dans le club, donc il va falloir trouver de l'argent ailleurs qu'en Ligue des Champions, parce qu'on n'arrive pas à la jouer, cette Ligue des Champions. Si Macron décide d'arrêter le championnat aujourd'hui, on y est en Ligue des Champions. Mais le problème avec l'âge des joueurs, c'est toujours la même chose. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si tu as des résultats, on se dit bah ouais, voilà, il nous fallait des joueurs, des joueurs utilisables tout de suite, qui rapportent des résultats tout de suite. Et si tu n'en as pas, on te dit et comment on va les revendre? Donc, espérons qu'il y ait des résultats à l'Olympique de Marseille et qu'après on ait une campagne de recrutement plus cohérente. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'avant, t'as pas eu. Le problème, c'est avant. C'est qu'avant, c'était pas cohérent et que tu as fait ce fameux mon nouveau concept, c'est pour vous les abonnés, c'est gratuit. C'est le mercato à boulet qu'on a fait pendant 3 ans avec Abdenour, Mitroglou, Certic, Strootman aussi, même s'il joue plus. Ce sont des boulets dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Ce sont des boulets salariales, ce sont des boulets aussi au niveau de l'exemple que tu donnes sur ta campagne de recrutement, etc. Donc c'est surtout sur le futur et c'est surtout si tu arrives à te débarrasser de ces boulets-là. C'est pas problématique selon toi quand tu regardes la gestion globale d'un club de foot aujourd'hui? Il y a le sportif, il y a le financier, mais te dire on recrute que des joueurs trentenaires et pour les plus jeunes, 25, 26, que tu revends finalement à 27, 28 ans quoi. Non, c'est pas. Non.
Pour l'instant, c'est pas problématique. Les problématiques, c'est au-delà de 30 ans. Comme on a signé des joueurs à 32 ans, là, c'est problématique parce que tu es sûr de ne pas pouvoir les revendre. Mais. Pour 29 ans, s'il reste 2 ans dans ton club, ils ont 31 ans. Mais quoi. imaginons que Pipa, il fait une saison, je sais pas, entre 15 et 20 buts. Peut-être qu'à la fin de la saison, il y a quelqu'un qui vient te le chercher, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les grands clubs achètent aussi, je me répète peut-être, mais des potentiels. Un joueur de 20 ans, on ne sait pas encore, ils ne savent pas encore le plafond qu'il a. Aujourd'hui, un Morgan Sanson, on sait le plafond qu'il a malheureusement. Tout le monde l'a vu jouer pendant 2 saisons à l'Olympique de Marseille. Donc personne ne va mettre 30 millions comme le club attend. Ouais. Personne ne mettra 30 millions. On connaît le niveau de Morgan Sanson qui a 24 ou 25 ans. Là-dessus, je ne suis pas spécialement d'accord. Non ? Non, puisque... Tu penses qu'il peut exploser encore, Morgan ? Depuis 2-3 matchs, on commence à voir un milieu de terrain Rongier Sanson avec des performances. Est-ce que tu penses que son niveau peut vraiment… Moi, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Ben. Je trouve qu'il a plafonné. Sanson, on va faire, parce faire une croix sur les 30 millions. Et Benedetto, mais... Benedetto, je ne pense pas qu'il puisse attirer quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qu'il va partir. C'est là où c'est une très bonne recrue, c'est-à-dire que les très 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 gros clubs, ils sont intéressés par plus fort que Benedetto. Il est à peu près au max. Aussi, ça me fait penser, dans l'idée, parce que c'est pas le même genre de joueur, ça me fait penser à Bafé Gomis. C'était à peu près le mieux que l'OM pouvait avoir à ce moment-là. Au-dessus, c'est trop cher, l'OM ne les aura jamais. Et les clubs plus forts que l'OM, ils peuvent avoir un plus fort, un plus confirmé que Benedetto. J'adore Benedetto, mais... Non, mais sans parler de top club, mais le problème, c'est que par rapport à la situation financière du club, on ne peut pas faire de prévision à long terme, puisque peut-être que le club accepterait des ventes. Je pense que le club fait un all-in sur la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, parce que s'il n'y a pas Ligue des Champions la saison prochaine, ça, le problème. Dans l'effectif aujourd'hui, des jeunes joueurs, il y en a combien ? Tu vas perdre, en gros, tu vas perdre Camara, quoi. Tu vas perdre Camara. Tu vas perdre. Alors, je suis d'accord. Tu devrais être content, tu étais pour les plus-values. Camara, tu vas faire une plus-value. Et si tu en as plusieurs, tu vois, si tu en as plusieurs dans ton effectif, mais là, tu n'as que ça. T'as que ça en fait, un joueur sur lequel tu peux… Alors attends, parce que je suis d'accord pour dire que tu vois, moi, on va attendre la longueur, parce que si Alvaro Benedetto se reblesse, etc., assez fréquemment, on va retomber sur le truc des trentenaires. Mais c'est un peu compenser ça par le fait que tu sembles avoir pour de vrai une passerelle entre ton centre de formation et l'équipe pro. Tu vois, Lucas Perrin qui est 4e défenseur central, c'est pas un foudre de guerre, il fait le boulot, ça veut dire quelque chose. Tu as Camara qui est un vrai titulaire de ton équipe, Lopez aussi, Marley Ake qui fait des entrées. Est-ce que c'est donc ça te rajeunit un peu ton équipe. Donc ça c'est un plus par rapport à cette histoire d'âge. Après, je pense quand même que voilà, Benedetto, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu l'as tout à fait cerné. On peut pas avoir mieux. On va pas faire de bénéfices sur lui, j'ai du mal à le voir. Mais s'il te met 100 buts sur les 3 prochaines saisons, bon ben voilà, tout le monde sera content. Non, bien sûr, ça aurait été amorti là-dessus, pas de problème. Je les compare pas parce que Benedetto est meilleur, mais ça me rappelle une très bonne phrase de Hervé Penaud de l'équipe sur Brandao. Il disait de Brandao, si en plus il marquait des buts, c'est au Real qui serait. Ouais. Bah après Brandao, respect éternel à Brandao. Je les compare pas. J'étais à San Siro quand au dos de Brandao. Respect au dos de Brandao. Au dos de Brandao. Messieurs, tu parlais des jeunes joueurs et tu fais très bien d'en parler parce qu'il y a un cas qui dure depuis très longtemps et André Villas-Boas, on a encore parlé hier en conférence de presse parce qu'à chaque conférence de presse, on lui pose la question, ça en est où ? La signature du contrat du jeune Liadji qui a encore été sous les projecteurs durant la Coupe du Monde U17. La Coupe du Monde qui revient, son contrat n'est toujours pas signé alors qu'il y a quelques semaines, on nous disait que c'était sur le point d'être signé, que tout le monde était plus ou moins d'accord, etc., etc. Ça traîne depuis des mois, cette histoire. Manu, ton point de vue sur ces négos c'est de la négo tortueuse. L'OM aurait peut-être pu faire mieux, mais moi je comprends qu'ils n'aient pas envie d'envoyer le message. N'importe qui peut nous plumer et nous faire signer une fortune à toutes les perles du centre de formation. Parce que des perles du centre de formation, il y en a 4 par classe d'âge et par 40 équipes professionnelles. À l'OM, il y en a combien ? Il n'y en a pas 40, hein. Mais non, mais à l'OM, là, t'en as une. Tu m'as bien compris.
perle du centre de formation. Moi, on me dit plus de bien de Camardin dans les plus jeunes, tu vois. D'accord. Oui, dans le perle du centre de formation. Là, non, déjà, si t'en sors une. Non, arrête. Perle du centre de formation, ça s'utilise vachement, vachement facilement, la pépite et tout. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Mais si tu veux, tu sais bien que cette étiquette, elle est apposée à 4 ou 5 joueurs par génération. Et il n'y en a même pas un par équipe. Mais après, quand on se renseigne, quand on approfondit un peu le truc, quand tu vois les performances dans les équipes de jeunes nationales, tu sais que le joueur est suivi par des grands clubs, tout ça, c'est des indices qui comme Wesley Jobello et Bilal Omrani qui étaient suivis par Chelsea. Aujourd'hui, si tu ne prends pas ce risque-là sur des jeunes, tu prends aussi le risque de te dire je vais perdre beaucoup d'argent dans 2 ans. En tout cas, je n'en gagnerai pas. Tu fais bien de le dire comme ça, mais si tu signes trop de contrats, ça ne va pas non plus. C'est quand même de l'élitisme, c'est quand même un entonnoir un petit peu étroit. Tu peux pas l'offrir à tout le monde. Ils ont signé beaucoup de contrats pro ces 2 dernières années déjà. Mais d'accord. Mais je sais pas exactement combien il demande ce joueur-là. Moi, je me dis, le problème n'est pas. Je ne sais pas les chiffres, c'est ça. On ne connaît pas les chiffres, donc on va pas s'étendre sur les chiffres. Tout ce qu'on sait, c'est que ça dure depuis très longtemps et que très certainement, au final, ils vont lui donner ce qu'il demande. Parce que à chaque fois, ça se passe comme ça. Avec Camara, ça s'est passé comme ça. Ils lui ont fait un chèque d'1 million d'euros à la signature. Le problème, c'est la durée du truc, parce que logiquement. Tu ne peux pas créer une jurisprudence Liadji. Après, comme Manu l'a dit, dès qu'il y a un mec qui va flamber un petit peu, on dit c'est la pépite, lui vous lui avez donné 70 000, vous nous donnez 70 000. Mais alors dans ce cas-là, c'est à eux de faire le choix. C'est à eux de dire lui il mérite pas. Lui mérite pas. Après, il faut aller vite. Mais comment tu peux pas? Le problème, c'est que tu peux pas à cet âge-là avoir une certitude. Boyan, avec son nom de famille imprononçable, Kirkic, ça devait être le nouveau Messi. Il avait marqué plus de buts que Léo Messi en équipe de jeunes au Barça. Bien sûr qu'il n'y a pas de certitude. Isaac Liadji n'a fait qu'une seule titulaire. N'a joué qu'une seule fois en National 2. Moi, je suis pas en train de dire que c'est le prochain Lionel Messi. On n'en sait rien. Mais attends, ça s'appelle un pari. Non, mais tu es en train de dire si c'était le prochain Lionel Messi, on le laisserait passer. Oui, mais il n'y en a pas 100 des Lionel Messi. Le truc, c'est que si tu ne mises pas sur ton propre centre de formation, tu vas aller recruter des Kadiouche Takar 19 millions d'euros. Non, mais justement, tu peux pas dire ça puisqu'ils ont signé des contrats pro à d'autres et tout. Ils misent, ils font confiance à certains, mais pas à n'importe quel prix. En fait, le problème de ce Liadji, ils misent sur leur centre de formation, mais le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Voilà le problème de Liadji, c'est que ça a duré trop longtemps. C'est que s'il y a 1 an, tu lui avais proposé un contrat pro, le petit, il aurait déjà signé, il serait déjà là, on serait pas en train de le vilipender sur les réseaux sociaux parce qu'il signe pas son truc, ça ferait pas un feuilleton qui est de toute manière négatif pour lui, pour sa carrière, pour des tas de choses, pour le club également. Le problème, c'est que l'Olympique de Marseille a cette manière d'étirer les négociations au maximum et de dire ok, on se revoit dans 6 mois. Et c'est pas comme ça, surtout lorsque tu sais que le jeune va peut-être aller jouer la Coupe du Monde U17, surtout quand tu sais que le jeune a soi-disant des intérêts autour de lui. Tu t'aurais pu le verrouiller très tôt, sauf que tu l'as pas fait, que tu as laissé traîner les trucs et que tu as laissé empirer le machin. C'est un peu la petite blessure que tu laisses empirer et qui après tu dois te couper la main. Titi, qu'est-ce que tu penses de ce feuilleton interminable? Tu n'aurais pas aimé le voir jouer toi depuis alors que Thauvin est sur le carreau? J'aurais bien aimé le voir jouer. Le problème c'est une situation qui est trop floue même au sein du club. On ne sait pas réellement les tenants et les aboutissants de la proposition de l'OM. Le problème, c'est qu'il y a des intérêts d'autres clubs. Après, comme disait Manu, ils ont signé beaucoup de contrats pro sur des jeunes, mais c'est des jeunes qui n'étaient pas du tout prospectés par la concurrence. Là, ils sont tous. Comme ça, je sais pas. Je sais pas. Il a quand même vraiment des offres. Il y avait Camara qui était aussi. Oui, Camara, ça a duré. C'est très tendancieux. Maxime Lopez était courtisé, il est allé faire tout ça. Voilà, Maxime Lopez, il était courtisé. Le problème, c'est surtout que tu fais étirer les trucs. Tous les jeunes, un tant soit peu talentueux, ils sont courtisés par d'autres clubs. T'as des scouts. Oui, non, mais d'accord, mais après, regarde, Perrin, partout. il a signé son contrat pro. Chabrol, il a signé son contrat pro. Ça n'a pas posé de problème. Ils sont pas très certainement pas autant. Pas autant, et puis ils sont pas courtisés par des grands clubs. Oui, là, Liadji, il y a quand même. Il y a un an, c'est compliqué parce que
il ne demandait pas autant. Après, le mec, sa cote monte. Son agent fait son travail, il voit que sa cote monte. Le problème, c'est de ne pas avoir verrouillé ce machin plus tôt. Et après, encore une fois, parce qu'on parle de tout et on oublie de parler du joueur. Et donc, on peut parler de Christopher Roquette, dont la carrière à l'Olympique de Marseille a souffert du fait qu'il signe son contrat tard. Rudy Garcia, après, avait dit machin, s'il avait signé plus tôt, il aurait pu jouer, etc. Donc, pensons aussi un peu aux joueurs. Ce serait bien que cette histoire se termine, qu'ils signent à l'Olympique de Marseille. Et ce serait bien qu'à l'avenir, l'OM sache verrouiller ses pépites, entre guillemets, rapidement, histoire de ne pas prendre de risques. Parce que si tu lui avais filé un petit contrat il y a un an, là, tu ne serais pas dans le risque de le perdre ou alors de lui filer un contrat 10 fois plus grand. Très bien. Allez, pour conclure cette grosse page mercato de Morad Hartz, on parle de Thauvin, dont le retour est désormais annoncé courant mi-janvier pour l'entraînement. Donc c'est André Villas-Boas qui l'a dit hier, et à la compétition très certainement début février. Au mieux. Bon, tout ça reste encore flou. L'idée, c'est pas de dire quand est-ce qu'il va reprendre ou pas, c'est de savoir si on recrute à son poste durant le mercato, si ça serait intelligent de le faire, sachant qu'on ne sait pas quand il va revenir, comment il va revenir et combien de temps ça va prendre. Et s'il y a une rechute, des choses qu'on n'espère pas, tu vois, des choses négatives qu'on n'espère pas, mais tu es obligé d'anticiper les choses. On n'a pas anticipé déjà le cas Florent Thauvin au précédent mercato, par exemple. Est-ce que là, il faut le faire, Manu? Non. Pour moi, ça serait, tu demandes, est-ce que ce serait une bonne idée? Pour moi, ce serait une bêtise de recruter quelqu'un. Mais oui, il va revenir. Et faut pas. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Et sans le meilleur joueur de l'effectif, on est deuxième là. Non, mais moi, je suis pas en train de te dire est-ce qu'il faut mettre Thauvin sur le banc mais si jamais. Et en plus, tu dis est-ce qu'il faudrait recruter un renfort des fois que. Oui. Non, il y a, selon Villas-Boas, hier, il a réduit ça à 4 joueurs qui peuvent jouer à cette place-là. Mais si tu rajoutes Kawi, Ake et Liadji, ça fait 7 joueurs qui peuvent jouer là. Tu ne vas pas en recruter un en plus. Bien sûr que si Thauvin ne pouvait pas reprendre, mon Dieu, je ne souhaite pas ça. Les week-ends, il y a un joueur différent qui joue à ce poste. Alors moi, je veux bien qu'on en ait plein des solutions, mais c'est bien qu'il y ait un problème quand même. De toute manière, la meilleure des solutions, elle est en interne. Hein. C'est Isaac. C'est Isaac. Ah hein. oui. C'est signature du contrat. Non, il c'est joue. rien, ça, Titi. C'est Isaac Liadjic. Oui, non mais. Il est jeune, il a fait une En attendant le retour de Flo. Ouais, mais bon, il n'a pas signé. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. On est d'accord. Sur les 2 premiers tacles, il a volé et tu sens que les autres lui ont fait comprendre mon petit chéri, ici c'est la Ligue 1. Non, il est très jeune. Non, moi je pense à un joueur vraiment, un spécialiste du poste. Non, vraiment il faut pas. Qui peut apporter quelque chose. Qui peut apporter quelque chose. On n'a pas de thunes, on a du mal à vendre les joueurs. Recruter pour avoir un plus dans l'équipe. Aucune arrivée sans départ, de toute façon, c'est certain, au mercato d'hiver. Et je pense pas. Si vraiment il fallait renforcer l'équipe, c'est pas là que. Il faut. C'est pas là qu'on est à court de solutions. Et toi, tu recruterais où? Ah bon, moi je recruterais pas forcément, non. T'étais pas dépensé, toi. C'est pas ton argent, Manu. C'est pas mon argent. Alors, je veux Luis Suarez, moi. On peut prendre Luis Suarez. Si c'est pas mon argent, on prend Luis Suarez. Allez, on s'arrête là-dessus. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. Allez, merci Morad, merci Manu, merci Titi. Merci, Ben. Merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi prochain. À très bientôt et bon match. C'est demain l'Olympique de Marseille contre Brest. Ciao.